Voilà. Donc bonsoir à tous et bienvenue à ceux qui voient ce webinaire en direct et puis à ceux qui le verront en replay. Nous sommes donc en duplex, si je puis dire, puisque nous sommes en physique aujourd'hui à Levallois, dans les locaux de Blockchain Business School. Et puis nous sommes donc avec vous à distance. Et puis comme vous êtes inscrits, pour ceux qui sont inscrits, puisqu'on avait plus de 175 inscrits, eh bien vous pourrez voir le webinaire voilà, pour vouloir en replay, et ceux qui sont inscrits auront 45 jours d'exclusivité pour le replay, pour encourager ceux qui s'inscrivent. Voilà, donc j'ai la chance d'accueillir avec moi Dominique Laurent, qui va se présenter brièvement, et puis Pierre Fini qui fera de même, en quelques mots. Et puis on va vite aborder les sujets qui vous intéressent, qui sont le grand soir de la fiscalité crypto, c'est-à-dire une première partie où on va réexpliquer les bases, parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'entre nous qui ont parfois besoin qu'on leur réexplique les bases. Ensuite, on va parler de points de vigilance, on en a trouvé pas mal, on s'est contenté de quelques-uns à aborder. Et puis ensuite, on va faire des propositions. Il faudra que vous nous aidiez à ce qu'on porte ces propositions auprès de notre législateur. Parce que nous, on est d'accord avec le législateur, il faut que les gens payent des impôts, oui, je suis désolé, mais il faut qu'ils en payent peu sur une base très large. En fait, l'avantage de l'impôt, c'est qu'il est très peu douloureux quand on est beaucoup à le payer, et il est très douloureux quand on est peu à le payer. Donc l'idéal, c'est plutôt d'aller élargir la base pour que le taux soit faible, et à ce moment-là, quand le taux est faible et que la base est large, les gens acceptent une acceptation de l'impôt qui augmente les recettes de l'État. Donc Dominique, à toi la parole pour te présenter brièvement avant de commencer. Bonjour à tous. Donc, je suis Dominique Laurent, je suis avocat titulaire d'une spécialité en droit fiscal, particulièrement en contentieux fiscal. Et je me suis passionné pour les cryptos depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Je pense que mon cabinet a été le premier à accepter le paiement des honoraires en crypto. On devait être en 2017, 16 ou 17, quand on a fait ça. Voilà, donc je me suis fait une petite sous-spécialité de la fiscalité des cryptos. Merci Dominique. Bonjour à tous, moi c'est Pierre Fini. Alors, je suis doctorant à l'université Paris-Saclay. Je travaille sur le trust anglais, anglo-américain. Et je me suis récemment passionné pour les cryptoactifs et notamment la fiscalité. J'ai publié des articles dans des revues scientifiques, d'autres articles plus accessibles. Et j'espère pouvoir vous renseigner sur ce sujet. Louis, on attaque ? Bien, on attaque, je voulais juste partager les diapos. Donc pour l'instant, je n'ai pas le partage. Si, c'est bon. Voilà. Okay, vous avez les diapos. Voilà. Donc, eh bien, on attaque. J'ai annoncé le plan. Je remercie beaucoup voilà, PBS de nous accueillir. Et donc, je propose à Dominique et à Pierre de commencer par le début, qui sont le rappel des bases. Donc avec la problématique des flux entrants, et puis la question des flux internes et des flux sortants, enfin les flux entrants comptabilisés, les flux internes neutralisés et les flux entrants fiscalisés. Voilà. C'est bon. Alors là, on parle de la fiscalité des particuliers, hein, donc qui relève de l'article 150 VH bis du Code général des impôts. Ceux qui ont la curiosité de le lire, vous verrez que la rédaction n'est pas des plus simples. Le principe, lui, est assez simple. Le principe général, c'est-à-dire qu'on n'impose pas les plus-values crypto par crypto, on impose les plus-values réalisées sur l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques. Donc si vous faites une cession imposable et que vous vendez 1% de votre portefeuille d'actifs numériques, il faut connaître la valeur de votre de votre portefeuille global à ce moment-là. Il faut connaître son coût d'acquisition global historique, et on calcule une plus-value sur 1% de la totalité de vos actifs numériques.
Ça veut dire que si vous avez plusieurs portefeuilles, un wallet dans votre poche, un en ligne sur une plateforme, un sur une autre plateforme, il faut tout additionner, bien entendu. Et il faut additionner tous vos actifs numériques pour faire ces calculs. Donc si le principe est assez simple, la mise en œuvre peut être très complexe, voire atrocement complexe. Je rentre dans le vif du sujet. Je vais prendre l'exemple de la défi. En matière de défi, vous êtes susceptible d'avoir des revenus en crypto quotidiens, voire plus que quotidiens. Chaque entrée doit être prise en compte pour le calcul d'une plus-value, sans aucune exception, depuis l'origine de votre portefeuille de crypto. Vous voyez que si le principe est très simple, la mise en œuvre peut être effroyablement complexe, très rapidement. Donc voilà, on entre directement dans les absurdités du système qui évidemment n'avaient pas été prévues au départ pour la défi. On a d'ailleurs sur Binance, on a des solutions où on a un intérêt quotidien. Autant vous dire que si on en a 4-5 comme ça, on a 1500 transactions avant la fin de l'année, ça peut avoir des conséquences fiscales assez fâcheuses. Pas en termes de montant, en termes de calcul, de quasi-impossibilité de calcul, sauf à informatiser tout ça, bien sûr. Les points très importants à noter, c'est, comme vous le savez sûrement, le grand avantage du système français, c'est la neutralité des échanges entre actifs numériques. Si je vends des Ethers pour acheter des Tao, ce n'est pas un fait générateur de l'impôt, il n'y a rien à payer, et c'est une vraie spécificité française. C'est un grand avantage du système. Ensuite, les points sur lesquels il faut insister, c'est qu'est-ce qui déclenche l'imposition. Je viens de le dire, l'échange entre actifs numériques ne déclenche pas l'imposition. Ce qui déclenche l'imposition, c'est quand on passe en monnaie fiat, en pratique dollar ou euro, ou qu'on se sert de ces cryptos pour acheter un bien ou un service. Du point de vue fiscal, c'est pareil. Mais attention, je vois encore des gens qui s'imaginent, qui ont vendu des cryptos en dollars, par exemple, et qui me disent « Ah oui, mais je ne les ai pas rapatriés sur mon compte en banque en France, donc je ne suis pas concerné. » Non, non. Ce qui compte, c'est le fait d'avoir vendu des cryptos en dollars ou en euros. Le fait générateur de l'impôt est là. Peu importe qu'on laisse ces dollars ou ces euros sur un compte américain, suisse ou que sais-je. Ce n'est pas le sujet. Enfin, un point extrêmement délicat, c'est qu'est-ce qu'un actif numérique? Comme je l'ai dit, l'article 150 VH bis qui gère l'essentiel de la fiscalité des particuliers sur les actifs numériques renvoie sur ce point à un article du Code monétaire et financier en disant ben voilà, les actifs numériques, c'est ceux qui sont définis comme tels par l'article L54-10-1 du Code monétaire et financier, qui lui-même comporte des renvois. Je ne vais pas rentrer trop loin dans le détail, mais il y a un pavé dans la mare que j'avais soulevé en son temps. Vous savez tous que le Bitcoin est la monnaie légale du Salvador. Or, dans l'article... On revient un peu plus loin. Sur ce point-là, on revient un peu plus loin. Oui, mais j'en parle maintenant, et donc se pose un problème qui est que l'article L54-10-1 du Code monétaire et financier exclut les monnaies légales. Donc, à lire strictement l'article, on aurait le Bitcoin qui ne serait pas un actif numérique. Vous voyez le bordel qui en découle. Alors j'ai fait une demande de rescrit à l'administration fiscale sur ce point il y a maintenant 10 mois et j'ai toujours pas de réponse. Donc je vais probablement avancer bientôt sur ce sujet.
Pierre, tu as peut-être certainement des choses à ajouter. On reviendra sur le point Bitcoin est une devise. Moi, je ne suis pas d'accord avec Dominique, mais on verra pourquoi. Alors, j'aimerais revenir sur le diaporama d'avant, si c'est possible. D'abord, pour préciser qu'il faut bien entendu lire flux entrant, enfin flux sortant fiscalisé en vert. C'est moi qui fais ça, j'en endosse la faute. C'est moi et personne d'autre il faut lire flux sortant. Et en fait, pour l'envoi, on vous enverra le diaporama. Le portefeuille, il faut vraiment le voir comme une sorte de trou noir, dans le sens où tout va y entrer. À peu près tous les cryptos que vous allez acquérir vont y entrer. Les cryptos qu'on vous donne, les cryptos que vous achetez, voire même les cryptos. Alors, les cryptos que vous mineriez, là il y a une petite utilité, mais par exemple, les cryptos que vous allez obtenir par intérêt de prêt, les cryptos de la DeFi, ça va y entrer. Et ça va y entrer, même si c'est imposé, par exemple, en tant que BNC. Il faut quand même considérer que ça entre. La question, c'est quelle valeur d'entrée. Il y a des gros problèmes. Je travaille beaucoup là-dessus. J'espère publier un article sur ce point. Mais il y a des gros problèmes sur qu'est-ce qu'on fait des revenus crypto, des revenus de crypto de nos opérations. Est-ce qu'on les fait entrer? Moi, je pense que oui, dans la majorité des cas. La question, c'est à combien on les évalue. Et là, l'administration pourrait vous embêter. Et on va proposer une solution pour ça. Maintenant, au niveau du portefeuille en lui-même, en fait, les cryptos, quand ils y entrent en tant que Bitcoin, ils y entrent en tant qu'Ether, ils y entrent en tant que Fetch AI. Mais quand ils y entrent, en fait, le portefeuille, il leur fait perdre leur qualité. Dans votre portefeuille, en fait, vos cryptos, c'est plus des Bitcoins, des Ethers, c'est des cryptos génériques. Et c'est pour ça que quand vous les cédez, et on va calculer la plus-value, en pensant que vous avez cédé une fraction de votre portefeuille. Donc si vous cédez des bitcoins qui représentent 3% de votre portefeuille, c'est comme si vous cédiez 3% de la valeur du portefeuille. Donc votre plus-value ou votre moins-value, elle va être décorrélée de la plus-value sur bitcoin ou de la moins-value sur bitcoin. Et c'est pour ça qu'on verra que sur les stablecoins, on en parle après, vous pourrez acheter des stablecoins et les employer immédiatement. Le stablecoin n'a pas varié, il n'y a aucune plus-value dans le sens du bon sens. Et donc on verra qu'il pourrait quand même y avoir une plus ou moins value. Et donc votre emploi de stablecoin pourrait être fiscalisé. Exemple par exemple avec la question crypto, non crypto. Vous avez pas mal de gens qui ont fait des opérations sur Realty. On a fait 2 webinaires avec Dominique sur Realty. Et bien il faut savoir que les gens qui achetaient des tokens Realty avec des stables, du XDAI dans le cas présent, et bien le fait que le Realty n'est pas un token, enfin n'est pas un actif numérique, et bien à ce moment-là, l'achat d'un token Realty était une sortie, un cash-out sur leur portefeuille. Et ça, il n'avait pas du tout percuté sur cette conséquence-là. L'autre grand problème, c'est tout simplement l'achat de biens et services avec des cryptos. Le grand frein est là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez envisager de faire un achat en crypto, même en stablecoin, comme le disait Pierre Fini, il va falloir derrière faire un calcul de plus-value, le cas échéant, extrêmement complexe, pour un achat. Alors si c'est pour acheter une Tesla, pourquoi pas, c'est un achat conséquent. Si c'est pour payer la pizza, chacun voit à quoi je fais allusion. Le coût de l'établissement de la déclaration est supérieur au coût de la pizza. Donc ce système empêche concrètement l'utilisation des crypto-monnaies en France, enfin pour les résidents fiscaux français, comme un moyen de paiement en pratique. Quand on fait une déclaration, il faut bien penser donc que vous devez tracer l'ensemble de vos mouvements. Donc vous avez des logiciels spécialisés pour cela, pour parler de Waltio par exemple. Vous pouvez aussi le faire avec un tableur Excel. Une fois que vous avez compris le système, c'est souvent c'est souvent très intéressant parce que vous avez quand même la main sur les calculs. Et donc, ce qui est important, c'est que vous rentrez dans le réflexe du prix moyen pondéré d'achat. Et en permanence, quand il y a une nouvelle transaction qui arrive, et bien, ça fait bouger votre prix moyen pondéré d'achat, puisque tout est mélangé, toutes les cryptos sont mélangées fiscalement parlant. Et quand vous faites une sortie, vous avez votre prix moyen pondéré d'achat, votre prix de sortie pour un pourcentage, et vous avez votre plus-value qui se calcule. Bon, et l'administration fiscale, quand on lui transmet un Excel, quand quelqu'un veut se mettre en règle vis-à-vis de l'administration fiscale, comprend très très bien ce calcul quand il est fait dans un tableur Excel.
Oui, et donc on comprend que c'est contraignant pour tout le monde, c'est contraignant pour nous, mais c'est aussi contraignant pour le fisc, puisqu'il y a forcément un contrôleur des impôts qui lui aussi va devoir faire ses calculs éprouvants. Et j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Dominique Laurent, sur le fait que le droit fiscal, en fait, va déterminer nos comportements. Puisqu'on hésite à penser que le Bitcoin, est-ce que c'est une monnaie, est-ce que c'est de l'or? Alors aujourd'hui, beaucoup vont dire que c'est devenu l'or numérique, mais ça n'a aucun sens, puisque l'or peut être une monnaie ou un actif financier. Il a été l'un et puis il a été l'autre. Mais en fait, c'est le comportement des États par leur loi fiscale qui aussi pousse les gens à traiter Bitcoin comme un actif financier. Puisque si le droit fiscal, en fait, permettait de le traiter comme une monnaie, si je vais chez mon boulanger, je paye en Bitcoin et que c'est fiscalement de l'or, je vais le traiter comme une monnaie. Et donc je vais arrêter de le traiter comme un actif financier. Donc il y a un côté, l'évolution de la règle fiscale déterminera, je pense, le statut économique de Bitcoin. Et le débat, est-ce une monnaie, est-ce de l'or, dépend, je pense, de mon point de vue, de la position juridique des États. Si on peut, il y a des points encore à voir sur le constat, oui. Aucune limite, on peut parler des heures, mais il faut peut-être avancer. Voilà, l'idée c'est d'avancer déjà en vous donnant quelques bouées de sauvetage. On va faire quelques zooms particuliers. Moi je vais commencer par une optimisation. Et puisqu'il y a une optimisation patrimoniale, non fiscale, et toutes les optimisations moi, dont je parle, elles sont patrimoniales, puisque nous on a plutôt une visée transversale, c'est que encore pour quelques temps, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, moi j'espère quelques années, vous savez que la donation purge la plus-value. Pourquoi la donation purge la plus-value? Imaginons que Jacques, qui est concentré sur son téléphone, soit mon père, et que, imaginons, soit mon père, je suis beaucoup plus jeune, et qu'il décide de me faire une donation. Imaginons qu'il ait acheté un bitcoin à 30 000 $ et qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, il en vaut 64 000. Eh bien, s'il me fait une donation, le bitcoin va rentrer dans mon patrimoine à moi à 64 000 $. Et si je le vends le lendemain à 64 000 $, eh bien, il est normal que je n'ai pas de plus-value, puisqu'il est rentré dans mon patrimoine à 64 000 $. Si par contre Jacques décide, dans sa grande bonté, de me dire ben non, je vais te donner, je veux jouir de mes bitcoins. Et donc, comme, si, l'usufruitier jouit. Il doit jouir tout en conservant la substance. C'est pas de moi, c'est de Jean Valagnier. Et donc, pour jouir de ces bitcoins, il ne me donne que la nue propriété, la propriété future. À ce moment-là, il va pouvoir m'en donner plus, puisque j'ai le même abattement, et donc il y a des abattements sur la nue propriété. Mais moi, je ne peux pas forcément les vendre, puisqu'il en a l'usufruit. Mais il ne m'a donné qu'une partie. Donc quand nous vendrons conjointement, lui l'usufruit et moi la nue propriété, eh bien moi je vais être exonéré globalement, je vais être sur une base, ça rentre dans le patrimoine à une certaine valeur, mais que lui, ça sera sur une autre valeur. Ceci étant, je ne peux, pour ceux qui ont des enfants, s'il n'y a pas d'enfants c'est compliqué, mais pour ceux qui ont des enfants ou ceux qui ont une épouse et ils sont mariés en régime de séparation de biens, dans ces cas-là une donation rémunératoire, il faut savoir que vous pouvez faire une donation à votre conjoint ou à vos enfants pour purger la plus-value. Donc, je m'explique, vous avez envie de faire un cash out, de vendre des bitcoins et des cryptos, sur lesquels il y a beaucoup de plus-value, et donc vous allez faire une solution qui est la solution de la donation, et je vais vous montrer quelques chiffres à l'appui, comment ça se passe. J'ai des bitcoins, je donne, nous vendons, et à la fin, je ne serai plus là. La seule chose dont on est sûr aujourd'hui, c'est qu'a priori, à la fin, on n'est plus là. Et donc, qu'est-ce qui va rester dans le patrimoine de mes enfants? La première colonne, c'est si je ne fais... Bon, j'ai pris quelqu'un qui avait 40 ans, 2 enfants, qui fait 1 million de cash-out, et il y a une plus-value de 92%. Ça concerne un certain nombre de bitcoiners, un certain nombre de personnes qui ont des très grosses plus-values dans leur portefeuille. À 40 ans, avoir 2 enfants, ça arrive. Et donc, quand il va faire le don, il va faire un don de 200 000 € par enfant. Il va avoir des droits de donation, et ainsi de suite. Donc on a le don en pleine propriété, le don en nue propriété avec emploi, ou on a un cas où j'ai pris un cas à 60 ans. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand je fais une cession classique, la dernière ligne, c'est 569 200 €. C'est-à-dire, il restera à mes enfants, quand je ne serai plus là, au total 569 200 si je ne fais rien. Ici, dans les deux cas que j'ai mis dans les deux colonnes suivantes, les enfants vont se retrouver
avec 709 000, dans un autre cas, ils vont se retrouver avec 752 000. C'est-à-dire que dans cette colonne qui est ici, je vais quand même donner 160 000 € de plus à mes enfants. Hein, ça peut être sympa parce que ça permet de rajouter une pièce en plus à l'appartement. Donc, le but n'est pas de vous expliquer tout ce tableau ce soir. Le but, c'est que dans tous ceux qui sont en âge de donner, en position de donner, et qui ont de fortes plus-values, réfléchissez à cette possibilité qui vous est offerte de faire une donation avant cession, parce que cette donation va vous permettre de faire une économie sur la plus-value. Alors certains me disent, oui, mais bon, on comprend, moi les enfants, j'ai pas envie qu'ils fassent n'importe quoi avec l'argent, ce qui est louable. Et on peut donc faire du démembrement, comme je vous l'ai dit, mais on peut aussi donner la pleine propriété de Bitcoin avec on va dire, une certaine obligation d'emploi. Je m'explique. Une bonne manière de traiter sa fiscalité, enfin la transmission de patrimoine à long terme dans une famille, c'est de créer une société. Parce que dans une société, je peux donner des pouvoirs aux uns et aux autres comme je l'ai décidé. Et donc, je fais une donation en pleine propriété avec l'apport à la société ensuite. Et à ce moment-là, nous gérons le patrimoine familial dans une société. Voilà, donc pensez à ces aspects-là, parce que c'est une manière, c'est un premier point qui va vous permettre de faire baisser la fiscalité si vous mêlez donation et cession. Est-ce que tu veux rebondir sur ce point-là ou tu en as... Oui, oui, parce que c'est un point extrêmement important. On est très souvent donc, consulté effectivement sur les optimisations patrimoniales en famille. Et j'introduis souvent le sujet en disant, rappelant ce que Louis-Alexandre a dit, c'est-à-dire que à ce jour encore, la donation purge la plus-value. Mais du coup, qu'est-ce qui est intéressant? Ce qui est intéressant, c'est pas de donner des parts de sa résidence principale, par exemple. Parce que le plus intéressant, c'est de donner des biens qui recèlent une plus-value latente future la plus imposable, la plus importante. Alors, la plus-value latente future, c'est pas du droit fiscal, mais imposable, ça l'est. C'est-à-dire que si je donne ma résidence principale à mes enfants, ou si je donne leur propriété, c'est de toutes les façons non imposable le jour où je la vendrai. Donc je fais une optimisation de mes droits de succession éventuellement, mais pas de mes impôts sur les plus-values. C'est pas mal. Il vaut mieux donner sa résidence secondaire si on la détient depuis pas trop longtemps, et encore mieux des actifs numériques ou des actions, un portefeuille en bourse qui recèle une plus-value importante. Donc c'est tout à fait, ce système est tout à fait opportun pour les actifs numériques. Voilà, on a parlé de la donation, maintenant on va parler d'autres points de vigilance, si je puis dire. Les points d'attention, c'est sur la problématique des professionnels ou simili-professionnels. Alors je vais faire juste une petite parenthèse. C'est pas parce que vous faites une grosse plus-value que vous êtes un professionnel. J'ai vu parfois certaines propositions, certains propos qui ont été échangés en disant oui, mais alors si en plus vous faites une grosse session Bitcoin, vous êtes considéré comme un professionnel. Non, ça n'est pas là que ça se passe. Oui, ça n'a rien à voir. Le problème, c'est le comportement de l'investisseur. Est-ce que vous vous comportez comme un professionnel ou pas? Historiquement, vous avez la Cour de cassation dans un arrêt de 2018, mais peu importe, qui a précisé ces choses en disant ben, si vous achetez des cryptos dans le but de les revendre, c'est un acte de commerce, et si c'est un acte de commerce, c'est des BIC. Ça ne relève donc pas de l'article 150 VH bis du CGI dont on parlait en introduction. Vous êtes un commerçant à titre personnel, avec tout ce qui est attaché au commerce. Donc vous achetez et vous revendez des cryptos, c'est exactement, d'un point de vue fiscal, comme si vous achetiez et revendiez des chaussures. Il faut établir un bilan, et il faut déclarer son BIC, payer de l'impôt sur le revenu si vous n'avez pas opté pour l'impôt sur les sociétés, payer des charges sociales sur le bénéfice, etc. Là-dessus,
il faut savoir que les traders actions, eux, en application de l'article 92 du CGI, ne relèvent pas des BIC, alors qu'ils achètent pour revendre aussi, ils relèvent des BNC. Et quelques spécialistes et moi-même avions suggéré, avons souligné l'idiotie du système, c'est-à-dire si je trade des actions d'une part et des cryptos d'autre part, je relève des BNC pour les actions, des BIC pour les cryptos. C'est absurde. BNC, bénéfices non commerciaux, BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Donc les règles ne sont pas les mêmes. C'est la complexité est absurde. Alors, du coup, la loi a changé. Et la loi a dit, ah ben oui, je fais simple, ceux qui se comportent comme des professionnels dans les cryptos vont relever des BNC. L'objet la volonté du législateur était extrêmement simple et très claire, c'était d'aligner le régime du trader crypto sur celui du trader action. Et l'administration fiscale a eu une réaction qui n'appartient qu'à elle. Elle a lu le texte mot à mot et en a tiré la conclusion que, d'après le texte de loi, et en matière de fiscale, ce qui compte, c'est la loi, fait que quand on se comporte comme un professionnel, on relève des BNC, alors que si on est un professionnel, on relève des BIC. Je ne vous dis pas le nid à contentieux qu'on a. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous risquez d'être requalifié comme professionnel ou simili-professionnel, vous êtes dans une situation catastrophique. Catastrophique parce que vous allez relever du barème par tranche, vous allez sur le bénéfice que vous dégagez, que ce soit en BIC ou en BNC, vous allez être taxé d'abord au barème par tranche et ensuite aux cotisations sociales. En clair, on va vous en prendre les 2/3, voire les 3/4. Sans compter que si ça n'a pas été déclaré comme tel et que l'administration estime que vous êtes un professionnel depuis X années, elle peut remonter 10 ans en arrière et multiplier par 2 les impôts à titre de punition. Donc, en clair, une confiscation totale de tout. C'est une catastrophe. Donc, dans ces situations, quand on est, je vois malheureusement pas mal de gens qui sont dans cette situation, et quand je leur fais une rapide simulation, ils sont tellement catastrophés qu'en général, ils s'en vont. Ah ben ça tombe bien, c'est le sujet d'après. Et justement, on parlait d'expatriation. Alors, juste pour un petit mot quand même sur le côté professionnel, semi-professionnel, il y a quand même un faisceau d'indices qui vous permet de vous qualifier comme un semi-professionnel, qui est quand même le côté catastrophique. Il y a des logiciels, du matériel, du temps passé, et puis quand même des revenus. C'est-à-dire si vous faites 10 000 euros par an, ou si vous faites 180 000 euros par an, ça ne va pas être pareil. Donc il y a un faisceau d'indices, mais ça on pourra toujours vous donner les références pour le trouver. Alors l'expatriation, malheureusement, on va revenir à la question juste après, on va traiter les questions un petit peu après si vous le voulez bien, retenez-la. Et on va la traiter après. On va parler d'expatriation parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Un certain nombre de personnes, notamment des personnes qui n'ont pas forcément d'enfants, pensent à s'expatrier pour faire des cash-out parce que, eh bien, en France, il y a une certaine instabilité d'une part, et d'autre part, il y a une fiscalité qui, pour eux, semble confiscatoire. On peut le comprendre. Et là, on rentre quand même dans une incertitude, et là aussi dans de l'à peu près qui peut coûter extrêmement cher. Dominique, là, c'est vraiment de l'expérience qui va parler. Alors, je vais rapidement donc parler de l'expatriation fiscale, techniquement donc le changement de résidence fiscale. En France, la résidence fiscale est définie par l'article 4B du Code général des impôts, de manière extrêmement large. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous pourrez aller lire cet article si vous voulez, mais vous avez un pied en France, vous êtes résident français. Quand vous partez dans un autre pays, cet autre pays a également, en général, une définition extrêmement large de ce qu'est une résidence fiscale.
Et donc vous risquez de vous retrouver résident fiscal français et résident fiscal du pays étranger. Alors, s'il n'y a pas de convention internationale entre ces deux pays, vous êtes bien embêté. En revanche, la plupart du temps, vous avez des conventions internationales qui résolvent le problème. Alors attention, prenons les Émirats Arabes Unis, Dubaï, qui est à la mode. Il y a une convention internationale qui expressément ne s'applique pas aux personnes qui ont la nationalité française. Les gens ne lisent pas les conventions internationales, bien entendu, alors qu'il suffit de la lire, c'est très très simple, très clair. Donc si vous avez la nationalité française, la convention internationale entre la France et les Émirats Arabes Unis n'est pas applicable. Donc c'est pas la peine de la lire. Donc, vous relevez uniquement du droit français et de l'article 4b. Est-ce que vous êtes résident français au sens de l'article 4b? Alors, si celui qui est célibataire, sans enfant, sans patrimoine immobilier, c'est très simple. Il résilie son bail, il n'a plus rien en France, il part, même dans un pays non conventionné, auquel j'assimile les Émirats Arabes Unis, et c'est fini, il échappe à la fiscalité française. Il rend sa carte d'électeur, il rend sa carte vitale. Alors, pour l'avenir, hein, tout à l'heure j'évoquais le cas du professionnel depuis X années, le risque perdure pour les années de résidence française, bien entendu. On peut se faire rattraper à l'étranger et, bien entendu, j'en ai quelques-uns que je défends. Mais la situation est quand même relativement simple pour un célibataire sans enfant et sans patrimoine immobilier. Dès que vous avez un patrimoine, dès que vous avez des enfants, vous êtes... alors, il y a des critères conventionnels. Quand une convention s'applique, il y a des critères qui doivent être appliqués les uns après les autres, successivement, et qui sont... on s'arrête au premier qui est suffisamment discriminant. Le premier critère, dans presque toutes les conventions internationales, c'est les mêmes critères. Le premier critère, c'est la disposition d'un foyer d'habitation permanent. Un foyer d'habitation permanent, c'est quelque part où vous êtes chez vous, vous pouvez vivre. Soit parce que vous êtes propriétaire sans l'avoir mis en location, soit parce que vous êtes locataire à votre nom. Si vous gardez un foyer d'habitation permanent en France, et que vous avez aussi un foyer d'habitation permanent dans un autre pays, le critère donc n'est pas discriminant. Et il faut passer au deuxième critère, qui est le centre des intérêts vitaux, notion extrêmement floue qui agrège l'affectif et le financier, c'est-à-dire vos revenus, votre patrimoine. Il est très rare que ce deuxième critère soit lui-même discriminant. On passe ensuite au troisième critère qui est le lieu de séjour habituel. Et attention, un lieu de séjour habituel, ce n'est pas un lieu de séjour majoritaire. Donc il suffit de passer un mois ou deux en France par an et le critère empêchera toute discrimination. Et le dernier critère, c'est la nationalité. En général, les gens ont la nationalité française. Donc en pratique, la solution, c'est de s'arrêter au premier critère. Et de ne plus avoir en France aucun lieu où vous êtes chez vous. Voilà. Donc selon votre situation, c'est simple ou c'est compliqué. Voilà. Que dire encore qu'il n'y a pas d'exit tax à ce jour? Alors il n'y a pas d'exit tax pour la plupart des cryptos. J'avais été consulté sur... quelqu'un voulait que je l'écrive, donc j'avais été extrêmement prudent. Et dans l'article qui vise l'exit tax et qui donne toute une liste de tout ce qui est soumis à l'exit tax, il y a les titres de créance. Et donc, question, est-ce que certaines cryptos ne pourraient pas être qualifiées juridiquement de titres de créance? Moi, je pense que si. L'USDT ou l'USDC, par exemple, s'il dépègue, et on sait que c'est des choses qui arrivent, je pense qu'on doit pouvoir faire un procès à Tether ou à l'autre, là, à Circle, merci. Et si on venait à le gagner, ça serait la preuve
que ce sont des titres de créance et donc soumis à l'exit tax. Voilà, il faut que ça dépasse 800 000 euros quand même, sur les seuils actuels. Donc, on peut schématiquement évacuer le problème de l'exit tax quand même. Restez en Bitcoin si jamais vous partez et vendez votre résidence principale, transformez-la en Bitcoin et vous pouvez partir. Alors, on va avancer. Une fois qu'on a parlé de l'expatriation, on a une problématique particulière sur les stablecoins et notamment les stablecoins EMT. Alors bon, moi j'ai mis des symboles, où j'en ai mis un volontairement qui n'était pas EMT et qui ne le sera jamais, et un autre qui, c'est celui de la Société Générale Forge, qui lui, l'est. Alors oui, donc, si vous suivez un peu le monde des cryptos, vous savez qu'il y a eu le règlement MiCA. Alors tout le monde a parlé de ça, a agité des épouvantails sur les stablecoins. EMT, alors c'est Electronic Money Token, c'est des jetons de monnaie électronique. La monnaie électronique, c'est une forme de monnaie. Il y a la monnaie fiduciaire, les billets et les pièces, la monnaie scripturale sur vos comptes bancaires, et la monnaie électronique, qui est la dernière forme de monnaie officielle inventée, qui est la monnaie que vous allez avoir sur des portefeuilles électroniques, comme Monero, les portefeuilles Monero, quand vous êtes étudiant, vous payez avec ça. Eh bien, MiCA nous dit que les stablecoins, que certains stablecoins, les stablecoins qui sont annexés à une seule monnaie officielle, sont des IMT. Il le dit très clairement, il dit qu'ils sont réputés être des jetons de monnaie électronique. Et il y a un problème, c'est que ces stablecoins, MiCA nous dit, c'est de la monnaie électronique, donc c'est de la monnaie, mais en même temps, MiCA nous dit, c'est aussi des cryptoactifs. Donc on a des stablecoins qui sont à la fois des cryptoactifs et de la monnaie électronique. Donc c'est des hybrides en fait. Et le vrai problème, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'en droit fiscal français, on fait primer la qualification de monnaie, auquel cas il y aurait des conséquences diverses et variées selon qu'on a de la monnaie euro ou de la monnaie étrangère, ou est-ce qu'on fait primer la qualification cryptoactif ou actif numérique? Moi, de mon point de vue, quand on prend le texte fiscal nous dit que les actifs numériques sont traités fiscalement comme des actifs numériques. Et on peut dire cryptoactif égale actif numérique. Donc de mon point de vue, pour le moment, vous êtes en sécurité. Si vous avez des stablecoins IMT, il n'y a aucun souci, vous pouvez toujours les considérer comme des cryptos, donc ils sont couverts par les échanges et leur neutralité. Il n'y a aucun problème. Ça c'est pour le présent. La loi n'a pas changé, le fisc n'a rien dit de nouveau, hein. Donc pour moi c'est une position qui est mesurée et qui est fondée sur le texte. Elle me semble devoir s'appliquer. Maintenant, pour l'avenir, c'est pas dit que, justement, pour favoriser l'usage monétaire de ces cryptos, il soit sorti de l'article 50 VH bis. Alors, la conséquence, ce serait qu'on ne pourrait plus, par un échange, en fait, couvrir une plus-value crypto. Là, on a le réflexe, on a une plus-value crypto, on la convertit en stablecoin, elle est sécurisée. Elle n'est pas fiscalisée, mais elle est sécurisée. Si à l'avenir, les IMT étaient traités comme de la monnaie véritable, on sortirait de MiCA. Donc, passer de crypto classique à des IMT, vous seriez fiscalisé. Exactement comme si vous sortiez en monnaie fiat. Donc, il y a des avantages, promotion monétaire des stablecoins, et des avantages, fiscalisation de la sortie. Ça dépend en fait de la manière dont on conçoit la chose. Un jeton qui représenterait une once ou un gramme d'or rentrerait dans la catégorie des EMT ou non? Alors, l'EMT est défini par le fait d'être annexé à une monnaie officielle. À partir du moment où l'or n'est la monnaie officielle d'aucun État, de mon point de vue, pour le moment, il n'y a aucun risque. Ce sont des stablecoins. MiCA nous dit que c'est des stablecoins ART qui se réfèrent à un ou plusieurs biens quelconques, un ou plusieurs actifs. Et donc ces stablecoins-là ne sont pas des IMT, donc là il n'y a aucun risque vraiment dans l'avenir à ce qu'ils soient requalifiés en monnaie de mon point de vue. Alors, précision, le Zimbabwe, qui a le deuxième record mondial d'inflation, vient de créer une nouvelle monnaie basée sur l'or. Ah. Et on pensait donner un prix qui s'appelait le Mugabe Prize of Economics avec quelques amis, puisque justement on pensait d'ailleurs leur donner le premier à Christine Lagarde par rapport à Inflation is coming from nowhere, qui était quand même pretty much from nowhere. Voilà. Pour revenir à nos moutons, on a eu
Et moi-même, je l'ai exprimé sur le plateau de BFM, et puis Dominique m'a dit, mais non, en fait, Louis, je pense que tu te trompes. Mais bon, on a pris tellement en fin d'année que finalement, j'ai peut-être pas si tort que ça. C'est la question des plus et des moins-values. Vous savez qu'on a un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on a l'un des rares actifs où on ne peut pas, si on a fait une année énormément de moins-values, on ne peut pas les reporter sur les années futures pour nos futures plus-values. Ça, c'est vraiment quelque chose d'une très grande injustice. Alors, est-ce que Dominique ou Pierre, il y a un sujet quand même sur ces questions de moins-value à l'intérieur d'une même année fiscale ou dans l'absolu, c'est quelque chose? Je vais commencer. Alors, sur les moins-values, j'aurais deux choses à dire. La première, c'est que la moins-value n'est pas toujours mauvaise. Parce qu'à toute chose, malheur est bon. Il y a une pratique fiscale qui est assez courante outre-Atlantique, mais qu'on peut importer ici. C'est la collecte des moins-values. Parce que la moins-value, on peut parfois en profiter. Alors, il y a une manière intelligente d'en profiter, et il y a une manière qui est beaucoup moins intelligente d'en profiter. Attention, quand on veut jouer au plus malin avec la loi fiscale, en général, il y a une sanction qui s'appelle l'abus de droit fiscal. On dit que c'est la sanction des sous-doués de la fiscalité. Et qu'est-ce qui peut se passer? Puisque la moins-value, quand on la réalise, on a un droit d'imputation. On a le droit de prendre nos moins-values et de les soustraire nos plus-values pour réduire l'assiette de l'impôt. On peut potentiellement arriver à zéro, ce qui est plutôt intéressant puisqu'on ne paiera pas d'impôt sur l'année. Et qu'est-ce qu'on peut faire du coup si on se rend compte que notre portefeuille est en situation de moins-value? On peut se dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vendre mes cryptos et je vais les racheter immédiatement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais collecter ma moins-value, parce que je l'ai réalisée, j'ai accompli une opération qui la concrétise, mais je veux garder mes cryptos, donc je vais les racheter. Si vous vendez vos bitcoins et que dans la nanoseconde, vous les rachetez, ça ne passera pas pour le fisc, parce que le fisc vous dira, votre truc c'est insincère, ne me prenez pas pour une andouille, c'est de l'abus de droit. En revanche, et c'est ce que faisaient les Américains quand ils faisaient leur tax harvesting, on va rester dans le même secteur crypto. J'aime la crypto AI, voilà, j'ai des jetons Tao, voilà. Mais bon, là pour le moment ça a baissé. J'ai une moins-value, j'ai une grosse moins-value Tao, mais j'ai confiance dans le secteur. Qu'est-ce que je fais? Je vends mes Tao et je vais prendre des jetons Fetch AI. Donc je concrétise ma moins-value Tao, mais je reste dans le secteur. Donc extérieurement, je fais un arbitrage de portefeuille. J'ai plus confiance en Tao, mais j'ai confiance en Fetch AI. Et là, donc, la moins-value, j'ai le droit, je pense légitimement, je pourrais m'en prévaloir et je pourrais réduire le montant de mon impôt sur l'année. Puisque c'est sincère. En apparence, je n'ai pas fait une opération qui est, manifestement destinée à tromper le fisc. Je n'ai pas acheté des bitcoins, vendu des bitcoins et je ne les ai pas achetés immédiatement. Donc attention, on a le droit de collecter des moins-values si on le fait intelligemment. Et il y a un second problème qu'on a relevé, c'est le problème des déficits. Parce qu'en l'état du droit actuel, le déficit crypto n'existe pas. Alors, économiquement, bien sûr, vous pouvez être en déficit sur une année. En revanche, le déficit, vous n'avez pas le droit de le reporter. On parle de report en avant du déficit dans beaucoup d'autres catégories de revenus. Vous avez un déficit fiscal, vous avez le droit de l'imputer sur le revenu des années futures. Parfois même pour les meilleurs, en matière d'impôt sur le revenu, vous avez un droit d'imputer sur le revenu global. Il y a plusieurs pratiques. Pour les cryptos, c'est la plus sévère. C'est la plus sévère, le déficit, vous n'avez aucun droit dessus. Mais on peut imaginer, on pourrait proposer éventuellement d'aligner le régime sur le traitement des déficits de valeur mobilière. J'ai un déficit, j'ai une année terrible, j'ai un gros déficit crypto, qu'est-ce que je fais? Je le reporte sur la plus-value de l'année prochaine. Parce que le droit positif, c'est les gains sont socialisés, mais les pertes sont au moins partiellement privatisées. Ce qui est quand même un problème pour les investisseurs. Oui, donc je suis tout à fait d'accord. Dans l'hypothèse où vous êtes en moins-value parce que votre portefeuille a baissé dans l'année, c'est précisément le bon moment pour faire des donations. N'est-ce pas, Louis? Oui, c'est un moment où on peut donner plus. On peut donner plus de crypto à moindre coût. Surtout, vous avez compris qu'on donne des choses qui ont un potentiel de plus-value important par la suite, si on suit ce que disait Dominique. Oui, il y a quand même une chose qui m'interroge, Pierre et Dominique, et je vais laisser Dominique répondre. Sur la bourse, on a fait beaucoup d'achetés-vendus. Sur les comptes titres, on a passé des années, enfin depuis le temps que je suis
la bourse et le piège de 14 ans, donc ça fait quand même quelques années, on a très souvent en fin d'année fait des achetés-vendus sans avoir de problématique vis-à-vis de l'administration fiscale. Et donc là, je trouve un peu sévère de craindre qu'il y ait un abus de ce côté-là, mais bon, plus rien ne m'étonne aujourd'hui. Tu veux peut-être... Non, passer à la suite. D'accord, très bien. La suite, c'est les NFT, hein, les frontières incertaines de la fiscalité crypto. Et donc, la fiscalité du sous-jacent sur les NFT, et puis on va revenir un petit peu sur Bitcoin quand même, d'une certaine manière. Oui, on en a parlé avec le Bitcoin. L'article 150 VH bis, donc, qui concerne donc, les particuliers, vise uniquement les actifs numériques. Les actifs numériques étant définis par l'article L5410.1 du Code monétaire et financier, qui vise deux grandes catégories de trucs. D'une part, ceux qui sont représentatifs d'une valeur, et d'autre part, les jetons numériques, au sens d'un autre article L552 du Code monétaire et financier. À l'exception des jetons, de certains jetons qui ont une nature purement financière. Je ne rentre pas dans le détail. Donc ces définitions sont très précises, hein, je vous invite à aller les voir. Et donc il y en a celle sur les valeurs qui concernent le Bitcoin, exclut expressément les cryptos qui auraient la nature juridique d'une monnaie. Ce qui me fait dire que le Bitcoin n'est pas un actif numérique en droit français. Il n'y a pas que moi qui le pense, mais il y en a qui pensent le contraire. Donc il ne faut pas prendre ça comme une certitude. Un autre sujet est les NFT. Alors je sais bien que c'est beaucoup moins la mode qu'il y a quelques années. Ça va revenir sûrement. Et les NFT, il y a tout ce qu'on veut comme NFT. Hein. Si dans un NFT, vous pouvez avoir donc une petite œuvre d'art, vous pouvez avoir voilà, vous pouvez avoir un portefeuille d'autres cryptos, par exemple. Voilà. Alors juste le NFT, hein, pour rappeler, c'est donc ce qu'on appelle le non-fungible token. Les tokens et les coins sont fongibles par nature. Un token, enfin un bitcoin pour un bitcoin, un Ethereum pour un Ethereum, on peut les échanger de manière fongible. Et le NFT, donc il n'est pas fongible, c'est-à-dire qu'il a une unicité. Notamment quand c'est un ERC 721 ou même bientôt un BRC 721, ça veut dire qu'il est unique. Ou après, il peut être fait en petite série. Dans ces cas-là, c'est des ERC 998 par exemple. Et puis, il y en aura plein. Paul pourrait nous en faire toute une série. Et donc, il a ce côté unique. Donc, comme il est unique, il n'est pas fongible. On ne peut pas l'échanger de la même manière qu'un autre. Par exemple, dans toute cette collection-là, ils étaient tous différents. Il y avait au moins un pixel de différence. Donc, on ne pouvait pas l'échanger. Ils avaient tous une certaine unicité. Et donc, on n'est pas sûr du tout que les NFT soient des actifs numériques, au sens du droit français. Donc, vous voyez, dès que vous avez des NFT qui ont un tout petit peu de valeur, parce que maintenant, la plupart de vos NFT ne valent rien, mais enfin, si certains ont de la valeur, est-ce qu'il faut les agréger à votre portefeuille d'actifs numériques pour le calcul de vos plus-values? Et les moins-values alors, parce que tu vois, par exemple, il y a quelqu'un qui allait acheter le screenshot du premier tweet de Twitter, il est allé l'acheter quelques millions, je ne me rappelle plus, je crois que c'est pas 12 ou 14 millions, ou pas, je ne sais plus. Ah mais c'était énorme. Et aujourd'hui, je crois qu'il n'a pas réussi à le vendre à 100 000 $. Donc lui, il a par contre un problème de moins-value. Il appliquerait sur quoi, lui? Oui, je crois que c'est un problème de fiscalité américaine. Ah bon. Je sors mon joker. J'avais quelque chose à rajouter. Alors, oui, on continue sur le sujet. Ce serait pour apporter un contrepoint à l'analyse de Dominique Laurent sur Bitcoin est-il une devise. J'ai une opinion contraire et je me suis intéressé à ce que pensent les maîtres du monde actuel, les Américains. Et les Américains, en 2014, avaient dit Bitcoin n'est pas une monnaie, mais c'est des biens, property. Et pourquoi ils avaient dit ça? Ils avaient dit c'est une monnaie nulle part. Ce n'est reconnu comme
comme une monnaie nulle part dans le monde, donc je ne vais pas le traiter comme une devise. Et donc, quand on lit cette notice américaine 2014, on se dit, ah bah tiens, si Bitcoin devenait une monnaie dans un autre pays, ça voudrait dire que ce serait une devise fiscalement en Amérique. Au Salvador, on a eu la loi qui a fait de Bitcoin une monnaie officielle. Nouvelle notice américaine sur le sujet qui nous dit, ça ne change rien, Bitcoin est toujours un bien, est toujours fiscalement traité comme un bien. Et ça veut dire en fait que la notion de devise, la notion de monnaie étrangère, a changé de nature parce qu'un nouveau phénomène est apparu, c'est on a un bien privé, un actif numérique privé, qui a été consacré comme une monnaie dans un État. C'était pas envisagé. Donc on peut penser que la notion de devise, elle est devenue plus stricte. C'est l'analyse que je fais, c'est que finalement une devise aujourd'hui, il faut qu'il y ait un État qui ait le contrôle de l'émission de cette devise, ce qui n'est pas le cas, ce qui est l'intérêt de Bitcoin. Personne, aucun État ne contrôle l'émission de Bitcoin. Ce qui est une nouveauté en sens de l'histoire, puisque dans l'histoire, le multimonétarisme a existé à de nombreux endroits. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est quand on regarde Bitcoin et l'or, il y en a un qui se croit une matière première et qui est une monnaie, et l'autre qui se croit une monnaie alors qu'il est une matière première. Juste pour préciser ça, c'est que Bitcoin n'est pas régulé par la SEC. Bitcoin est régulé par la CFTC, qui n'est pas la Confédération des travailleurs chrétiens, mais qui est le régulateur des matières premières. C'est-à-dire que Bitcoin est considéré comme une matière première aux États-Unis par le régulateur. Et quand on dit oui, mais regarde, les ETF, ça a été la SEC, ben oui, l'ETF qui porte du Bitcoin est un produit financier, comme un ETF Gold, comme un ETF Silver, ou ainsi de suite. Donc il ne faut pas oublier que pour les Américains, c'est une matière première. Et c'est quelque chose qui doit quand même nous interroger. Oui. Je crois d'ailleurs que Gary Gensler, qui est celui qui dirige la SEC, vient de dire que Bitcoin n'était pas un titre financier. Donc pour ceux qui pensaient que c'était une action de la compagnie Bitcoin, soyez rassurés, cette personne-là même vient d'admettre que Bitcoin n'était pas un titre financier. Il ne restera pas sous Trump si Trump passe, parce que Trump a dit je file, Gary Gensler for it. Oui. La fiscalité de la révélation amenée à collecter. Oui, voilà. Sans ça, on va commencer à rentrer dans des sujets qui sont maintenant nos propositions, hein, puisqu'on vous a fait une introduction en disant un peu l'état de l'art, on vous a donné quelques points de vigilance, et aujourd'hui, maintenant, on va essayer de vous laisser sur. On ne va pas vous laisser tout de suite, hein, mais on va essayer quand même de vous laisser sur des pistes. On espère que l'administration fiscale saura s'en inspirer pour les prochaines lois. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des pistes de travail. Le premier point, c'est quand même, on voudrait la fin d'une injustice, qui est la compensation des plus et moins-values sur plusieurs années. Aujourd'hui, sur les valeurs mobilières, on peut les reporter pendant 5 ou 10 ans, j'ai un petit... 6, voilà. 6. On a des déficits fonciers jusqu'à 10 ans. Et donc, c'est le seul actif aujourd'hui sur lequel on ne peut pas reporter des moins-values, même s'il y a quelquefois, par exemple, les moins-values d'un PEA en fonction qu'il ait 2 ans ou 5 ans, ainsi de suite, c'est pas pareil. Et ainsi de suite, on a des moins-values des SCPI qui ne sont pas reportables sur les valeurs mobilières. J'en passe et des meilleurs. En tout cas, là, on a une problématique et donc ça nous semblerait plus équitable. Par contre, il y a une idée, d'ailleurs, qui ressemble aussi bien, Jacques, on en a parlé tout à l'heure, Pierre et Dominique, c'est en fait quand vous avez un lingot d'or, quand vous avez des pièces d'or, et vous dites tiens, vous savez que les familles ne détiennent jamais d'or, hein, surtout les vieilles familles françaises ne détiennent jamais d'or, mais de temps en temps, on en voit sortir. Eh bien, quand on révèle de l'or, on paye 11,5% sur ce que l'on révèle, et ni vu ni connu, on est tranquille, on peut repartir comme ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, on ne pourrait pas s'inspirer de quelque chose, puisque le but, c'est que si on révèle des cryptos, on peut peut-être privilégier les early adopters en faisant ça, mais si on révèle des cryptos et qu'on propose à ceux qui les révèlent une cellule de dégrisement à 12 ou 13%, moi, je peux vous dire que vous allez avoir peu de gens qui vont partir, et on va avoir peut-être beaucoup de révélations, et donc beaucoup d'impôts. Oui, je pense que c'est une très bonne idée, effectivement. Mais alors, elle rejoint une autre idée que je porte depuis quelques années, qui serait la possibilité d'imposer les cryptos au moment, non pas de leur révélation, mais pourquoi pas aussi justement donc, de leur révélation, mais au moment où on s'en sert.
justement pour en favoriser l'adoption comme une monnaie. Vous savez que les œuvres d'art, les objets de collection, l'or, comme on vient de le dire, sont imposables. On n'est pas imposé sur la plus-value, on est imposé par principe sur le prix de vente. Et ce prix de vente tient compte de la plus-value éventuelle qu'on a faite. Et si on veut, on peut dire « Ah non, moi je ne veux pas de cette imposition forfaitaire, je veux être imposé sur ma plus-value réelle parce que je vous prouve la dette d'acquisition, je vous prouve le prix d'acquisition et donc je peux faire un calcul exact de ma plus-value sur œuvre d'art par exemple. » Mais il y a la solution simple. Moi je ne peux pas prouver où j'ai eu mon œuvre d'art et à combien, quand et pour combien, donc j'applique l'imposition forfaitaire sur le prix de vente. Pourquoi ne pas appliquer cette solution extrêmement simple aux cryptos? J'ai des cryptos. On a vu tout à l'heure, notamment si j'ai pratiqué la défi, que les calculs de plus-value sont épouvantablement compliqués. Eh ben, on met une taxe forfaitaire sur les dépenses de crypto. Par exemple, 15%, 20%, peu importe le montant, même important, la simplicité serait l'atout. Ça permettrait aux gens qui sont très riches en crypto, moi j'en vois passer quelques-uns, plutôt que d'envisager l'expatriation, comme je l'ai dit, de faire leurs achats immobiliers ou autres en France en payant un prix forfaitaire sur la transaction, par exemple 20%. Ils payent déjà la TVA, déjà beaucoup d'impôts, et là, il paierait encore un impôt exactement de la même manière qu'une œuvre d'art. Donc, ce n'est pas une révolution, hein, ce que je propose là, ça n'a rien d'extrêmement original, c'est juste l'application d'un autre système, et je suis sûr que ça permettrait, d'une part, la révélation de patrimoine crypto important, et d'autre part, leur réintroduction dans l'économie réelle, si je puis m'exprimer ainsi. J'aime pas beaucoup. Oui, dans l'économie. Et puis on pourrait même mettre une petite mesure d'accompagnement qui serait pour le commerce de proximité. On sait que c'est important pour que notre commerce de proximité puisse vivre, qu'il soit soutenu par différentes initiatives. Vous avez tous vu sur les réseaux sociaux, si vous suivez un petit peu qu'à Rouen, de mémoire, on a un Carrefour Market, un Carrefour City qui accepte les paiements Bitcoin en Lightning et ainsi de suite. Et donc on pourrait même dire, pour les gens qui ont des cryptos, mais pas forcément beaucoup de moyens, qu'il y ait 1000, 2000 ou 3000 euros sur lesquels on soit en franchise. Et donc, ça encouragerait du cash ou de l'argent à revenir dans le système. Je suis d'accord, j'avoue dans cette idée. Et on peut encore s'inspirer des États-Unis, puisque là-bas, il y a énormément de projets de loi sur un adoucissement de la fiscalité. Et l'idée, c'est d'aligner le régime des cryptos sur le régime des devises. Quand un Américain part en Europe, il prend des euros, et qui revient avec ses euros et qui reconvertit, il est exonéré jusqu'à hauteur de 200 euros de gain. Donc c'est ces petites dépenses de la vie courante, en fait, le fait de ne pas les fiscaliser, comme l'ont dit Dominique et lui, ça permet de stimuler la consommation. Et on a mis le rapport Draghi, pourquoi? Je ne sais pas si vous avez lu le rapport Draghi, bon, il fait 70 pages, c'est relativement ennuyeux, mais il relève qu'on a des besoins d'investissement qui sont colossaux pour rattraper le retard qu'on a pris sur les États-Unis. Oui. On va faire après les questions. Et parce qu'en fait, il y a des sujets qu'on aborde en suivant, et notamment, il y a un sujet qui est majeur, alors je ne sais plus si c'est dans cette diapo ou dans celle d'après, c'est l'apport, oui, c'est dans celle-là, l'apport au capital des sociétés. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai des cryptos, je veux créer une société et je veux faire un apport en capital à cette société. L'apport au capital d'une société est déclencheur de plus-value. Je veux faire un prêt à cette société pour amener mes cryptos, parce que je préfère le faire dans le cadre d'un prêt. Si c'est une société que je crée, c'est même pas la peine. Ça sera déclencheur de plus-value. Le seul cas de figure où un prêt crypto à une société ne serait pas taxé, la seule exception, si je puis dire, c'est que la société serait avec des fonds propres négatifs, serait dans une situation difficile, aurait absolument besoin qu'on injecte de l'argent, et on ferait un prêt en crypto qui permettrait de sauver la société. Je pense que Dominique en a pas mal parlé. Je pense que ça serait peut-être l'exception qui pourrait, aujourd'hui, dans l'état actuel de l'art. Donc, pouvoir capitaliser une société en crypto et ne pas
payer, en y mettant bien sûr des garde-fous, mais ne pas payer de plus-value dans ce cadre-là, ça serait aussi revaloriser le capital d'un certain nombre d'entreprises qui en ont besoin. Je suis d'accord, on a des poches de capital qui dorment en fait, et qu'on n'arrive pas à faire revenir dans l'économie, notamment parce que la fiscalité est trop sévère, et ce qui nous pousse en fait à nous demander comment on va financer les investissements. Alors comme on est en France, c'est soit par de l'impôt, par plus d'impôts, soit par plus de dettes, voire certains qui sont on va dire, assez radicaux, qui est assez célèbre, qui imaginent en fait un financement monétaire des investissements. Et justement, bah là, les bitcoiners, ceux qui aiment la crypto, diront bah, j'ai justement de la crypto pour lutter contre le risque particulier de dévaluation monétaire ou de l'augmentation de la quantité de monnaie en circulation. Mais c'est vrai, moi je me dis, pourquoi ne pas inciter les gens à revenir d'eux-mêmes dans l'économie réelle, entre guillemets, quoi qu'on pense de l'expression, plutôt que de leur prendre leur pognon de force. Moi, c'est ce que je me demande. Et un adoucissement des règles de droit fiscal en crypto pourrait, à mon sens, permettre de faire revenir de l'argent, parce qu'en fait, on ne sait pas exactement combien les gens ont en crypto. Il y a eu Chainalysis qui a fait en 2023, je crois, un rapport là-dessus, mais on ignore en fait combien on a dans le capital qui dort en crypto, et ce serait bon, on a vraiment besoin de le faire revenir, sinon je pense qu'on va entrer plutôt en sévère récession. On va revenir sur les prêts, Dominique, parce que c'est un vrai sujet. Ça fait longtemps qu'on en parle tous les deux. Je crois qu'on doit un appel sur deux, tous les deux, on doit parler d'un prêt, des choses comme ça. C'est un sujet dont on a discuté même tous les trois dans notre chat. On a un chat tous les trois et donc on échange sur la fiscalité. Et donc j'aimerais qu'on revienne dessus parce que bon, il y a des légendes urbaines et je pense que ça serait bien de cadrer un petit peu les choses par rapport à ça. Oui. Alors, il est très tentant quand on a des cryptos de les donner en garantie à un financier, un banquier, pour emprunter des euros en contrepartie. C'est une pratique qui est très courante, par exemple, en Suisse. Mais vous savez, la Suisse ne connaît pas la notion d'impôt sur la plus-value des particuliers. Donc il n'y a notamment pas d'impôt sur les plus-values en crypto. Donc il n'y a pas de sujet. Un banquier suisse, vous allez le voir, vous lui dites que vous voulez 1 million de francs suisses, il vous prend en garantie 2 millions de bitcoins, qui vous garde, et il vous prête 1 million de francs suisses, il n'y a pas de sujet fiscal. En France, vous allez déclencher l'article 150 VH bis si vous faites ça. Pourquoi? Parce que le prêt, vous avez deux grands types de prêts en droit français. Vous avez le prêt à usage et le prêt à consommation. Très simplement, si je vous prête ma voiture, c'est pour s'en servir et je m'attends à ce que vous me rendiez ma voiture. Vous allez en user. Si, au contraire, je vous prête 10 litres d'eau, je comprends bien que vous n'allez pas me rendre les mêmes 10 litres d'eau. Vous allez vous servir de cette eau pour la boire ou arroser vos fleurs, et vous allez me rendre 10 litres d'eau différents. Donc, dans ce cas-là, il y a un transfert de propriété. Et le droit français en tire toutes les conséquences. Dans un cas, il n'y a pas d'imposition quand je vous prête ma voiture. Dans l'autre cas, il y a imposition, en tout cas théorique, parce qu'il y a transfert de propriété. Et le critère, c'est la fongibilité, ou plus exactement la consomptibilité. Est-ce que le bien est fongible? Est-ce que le bien est consomptible? Fongible, ça veut dire qu'on peut encore l'échanger. S'il reste dans un millésime 6 bouteilles de Romanée Conti, c'est plus fongible, parce qu'il y en a tellement peu. Par contre, si je la débouche et que je la bois, bah, le premier usage, je la consomme. Oui. Voilà. Et donc, les cryptos, alors on peut rentrer dans le détail de la fongibilité, mais l'idée générale, c'est que c'est des biens fongibles et consomptibles par leur usage.
Ça a été reconnu par exemple pour l'argent, hein, donc les euros sont jugés consomptibles par leur usage. Si vous servez d'un billet de 10 euros, ben vous ne l'avez plus. C'est pareil pour les cryptos. Et donc, si vous prêtez des cryptos, c'est translatif de propriété. Et donc, ça génère un impôt. Ce qui est un problème énorme pour le financement de l'économie, énorme pour, on l'a dit, pour les sociétés, financement des sociétés. Moi, si j'ai 10 millions d'euros en crypto, je voudrais bien mettre 1 million en compte courant dans la boîte d'un copain. Je peux pas, enfin je peux pas, je peux le faire. Ça va me coûter 30%. Et si les projets qui bruitent de la chose, peut-être 35, nous verrons. Donc je suis freiné. Et donc sur les prêts, on pourra, s'il y a des questions particulières, et surtout à l'issue de ce webinaire, s'il y a des questions particulières, vous pouvez les poser à Dominique ou à moi-même. J'aurais deux remarques. Sur le prêt. Oui. Très bien. Alors, 3 minutes, pas plus. Oui, très vite. Alors sur le prêt, il y a certaines cryptos qui montrent justement que la consommation par leur usage n'est pas si évidente qu'il n'y paraît. Moi je pense aux cryptos qui peuvent se stacker. Si vous avez des cryptos qui peuvent se stacker, ben, vous allez les mettre en staking, vous allez les user comme la base du proof of stake, et donc vous allez récupérer les mêmes cryptos. Donc en vous en servant, vous n'allez pas les consommer. Donc là on peut se dire peut-être que certaines cryptos révèlent que la qualification de prêt de consommation n'est pas toujours la plus pertinente. Parce que ces cryptos, même si on peut payer avec, ben on peut s'en servir pour produire toujours plus de cryptos. Donc il y a un usage productif et non consommant qui pourrait servir de base. Là on dit c'est un prêt à l'usage. Et là il n'y a plus de transfert de propriété, donc on évite le risque de générateur de la plus-value. Et j'ai une deuxième remarque, c'est que si je vous prête, je sais pas, 100 bitcoins, vous me devez 100 bitcoins. Donc il y a un échange. Je vous remets 100 bitcoins et vous me remettez une créance de 100 bitcoins. Donc il y a un échange actif numérique contre créance d'actifs numériques. Et quand on va lire le texte du Code général des impôts, on voit que sont couverts les actifs numériques et les droits qui s'y rapportent. De mon point de vue, une créance d'actifs numériques, c'est un droit qui se rapporte des actifs numériques. Donc peut-être que même dans les prêts de consommation, on peut voir dans le texte une porte de sortie pour dire que le prêt n'est pas fiscalisé. Maintenant, c'est une interprétation, c'est la mienne, on ne peut pas la partager, mais on pourrait quand même avoir une manière de lire le texte qui est protectrice. Oui, alors, Pierre Fini est un universitaire. Moi, je suis un praticien. Il ne faut pas faire ça. Hein. Parce que c'est une bonne idée de contentieux. Un beau contentieux fiscal, c'est 10 ans. C'est beaucoup d'honoraires. Je recommande à personne de faire ce qui vient d'être dit, mais l'idée est intéressante. Dominique, tu es jeune dans la carrière, tu dis... Dominique m'a dit que le conseiller fiscal est hyper conservateur. En revanche, l'avocat au contentieux est fantaisiste. Donc, on a un sujet sur... on vous a parlé des multiples formes de rentrer dans votre portefeuille crypto. On peut même se poser la question si quand je fais du minage au Congo, je n'ai pas un établissement stable au Congo pour miner. Donc si moi j'achète des machines de minage que j'installe dans un pays A ou B, est-ce que je n'aurais pas une problématique de convention fiscale et comment la convention fiscale traiterait mon établissement stable au Congo, ainsi de suite. Je vous laisse pouvoir penser à toutes les conséquences, mais est-ce que la question ne serait pas d'essayer à un moment donné d'harmoniser tout ça pour que ça soit simple, ne serait-ce que déjà, pas forcément pour avoir des nouveaux usagers, mais ne serait-ce que déjà pour permettre aux gens de ne pas être effrayés par la déclaration, ce qui fait qu'aujourd'hui ça entraîne quand même beaucoup d'absence de déclaration. Dominique, tu voulais rajouter un mot sur la... Non. Je suis tout à fait d'accord avec tout ça. Oui, alors la fiscalité internationale des cryptos, ça devient... Il y a beaucoup de questions. Effectivement, a priori, le minage est constitutif d'un établissement stable dans l'analyse actuelle. Enfin, je ne sais pas si ça parle à beaucoup, la notion d'établissement stable en fiscalité internationale. Il se pose d'autres questions en défi en particulier.
sur la nature des revenus dans les interprétations des conventions internationales. Est-ce que mes revenus ne sont pas des intérêts soumis à retenue à la source? Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent sans réponse à ce jour. Et quand vous avez des revenus de tokens immobiliers basés aux États-Unis, et en fonction que ce soit des LLC ou des Incorporated, je vous laisse imaginer quand même. Étude au cas par cas. Alors, Bitcoin est-il une monnaie? Je crois qu'on l'a mis, on en a parlé à 2-3 reprises. Et avant de passer aux questions, parce que déjà, on va pouvoir passer aux questions, on a parlé beaucoup de la technique du dollar cost average. Ça veut dire, je rentre sur Bitcoin tous les lundis matins, par exemple. Comme Bitcoin monte et descend, je ne me pose pas de questions, je passe en pilotage automatique et j'achète toutes les semaines le lundi matin. C'est le fameux buy on Monday. Vous remarquez quand même que le lundi matin, c'est souvent un peu moins cher. Eh bien, si on fait ça à l'achat, est-ce qu'il n'y aurait pas parfois une réflexion à mener quant à la cession en technique ou aux habitudes qu'on pourrait prendre pour céder? Et là, c'est Dominique qui depuis un an et demi, me sollicite souvent pour me dire « Mais Louis, quand même, tu penses aussi à ta stratégie de sortie ?» Oui, oui, surtout avec ce bull run qui doit arriver, n'est-ce pas? La question, alors il y a les hodlers purs qui s'en foutent, mais ceux qui envisageraient de revendre, la question est aussi importante que celle de l'achat. Et alors là d'abord c'est de la gestion de patrimoine, comme faut-il vendre, moi je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste, mais effectivement le DCA, ça se pratique à l'achat, ça se pratique à la revente bien de la même manière. C'est-à-dire quand ça monte haut, eh ben, on peut vendre tous les lundis matins, ou tous les débuts de mois, ou que sais-je, par exemple, de manière systématique, avec en tout cas une stratégie. Mais là où il y a aussi l'aspect fiscal. C'est-à-dire que vous allez revendre, a priori, en USDT. Et donc, vous n'avez pas d'impôt. Moins Pax Gold. Voilà. Donc la question ne se pose pas. Mais est-ce que dans votre projet, il y a le fait de récupérer des euros pour les dépenser en France de la manière dont vous le souhaitez? Sinon, pas de sujet. Si c'est uniquement pour réinvestir plus tard quand ça aura rebaissé, pas de sujet fiscal. Mais si vous voulez dépenser toute partie de vos gains, il va falloir passer en euros. Et la deuxième question qu'il faut se poser, c'est pas quand est-ce que je passe en stablecoin, c'est quand est-ce que je passe en euros. Et là, c'est une vraie question fiscale. Si je reviens au tout début, quand on parlait de l'article 150 VHB, c'est de la manière dont on calcule la plus-value, on va prendre tous vos actifs numériques et toutes leurs valeurs. Donc il faut repasser en euros à un moment où votre portefeuille global d'actifs numériques n'est pas trop haut. Donc si je pense que je vais avoir besoin, j'ai envie de récupérer 10 000 euros et que ça va continuer à monter, j'ai intérêt à récupérer mes 10 000 euros le plus vite possible, avant que ça remonte. Inversement, si j'en ai pas besoin tout de suite, j'ai un projet d'investissement, mais je peux attendre que ça monte très haut, vendre au mieux. Il ne faut surtout pas récupérer des euros quand ça sera, quand mon portefeuille d'actifs numériques sera au plus haut. Il faudra attendre que le portefeuille est baissé, parce qu'après la hausse vient la baisse, hein, toujours. Et donc il y a une stratégie purement fiscale à mettre au point en plus de la stratégie de revente. Dominique, comme moi, nous sommes des hodlers. C'est pour ça que cette question est importante. C'est-à-dire que nous aurons toujours une part de Bitcoin dans notre portefeuille que nous n'aurons pas consommé. C'est pour ça que notre portefeuille sera toujours exposé à la variation à la hausse ou à la baisse, parce que si on fait des allègements de portefeuille, ça sera des allègements de portefeuille qui se feront à la marge, 10, 20, 30, 40%, mais on gardera toujours une part exposée au risque. Donc c'est pour ça que cette stratégie est importante, et vous pouvez très bien faire vos sorties de l'actif risqué sur le haut du cours, et si vous n'avez pas besoin de cash à ce moment-là, vous allez plutôt faire votre sortie de cash alors que Bitcoin a corrigé.
c'est parce que nous sommes des hodlers. Si nous n'étions pas des hodlers, on n'aurait pas cette problématique-là. Si on dit mais je vais sécuriser l'intégralité de mon portefeuille, ben, ça ne va pas changer grand-chose. Mais c'est parce que, étant beaucoup de gens qui nous écoutent ce soir, hein, je sais qu'il y a des hodlers, et donc c'est pour ça que cette stratégie-là, elle concerne quand même plutôt des hodlers. Rien à ajouter. Voilà, et puis après, pour terminer, pour la route, avant les questions, il y a un petit sujet, c'est qu'on trouve que la solidarité devrait être encouragée. Et les gens pensent que quand on fait un don en Bitcoin ou un don en autre chose, c'est exonéré. Eh ben non. Eh ben non. Et là, on trouve quand même là encore une injustice crasse par rapport au fait qu'on peut se faire un don en euros. Donc imaginons, j'ai quasiment que de la crypto, je vends de la crypto pour pouvoir faire un don, ou je fais un don en crypto, et bien je suis fiscalisé. Et là, on pense qu'il faudrait quand même faire quelque chose, voire même, si on sert un don, on puisse avoir la réduction de 66 ou 75%. J'en profite pour vous glisser quand même que dans l'autre sens, vous pouvez acquérir du Bitcoin avec une réduction d'impôt. Le saviez-vous? Ah, là, je posais une colle. Eh bien, si vous ouvrez un plan d'épargne retraite dans un plan d'épargne retraite, pour l'instant, vous avez accès à un ETC, un ETP Bitcoin. Et donc, quand vous faites un versement sur un plan d'épargne retraite, si vous êtes imposable à 30, 41 ou 45%, eh bien vous savez, quand vous faites un versement de 10 000 euros, vous avez une réduction d'impôt, enfin votre base imposable baisse de 3 000 euros, 4 100 euros, 4 500 euros. Ce qui veut dire qu'en choisissant ce plan d'épargne retraite, vous pouvez investir dans Bitcoin ou Ethereum ou ainsi de suite, et avoir une réduction d'impôt à l'entrée. Bon, bien sûr, vous aurez, quand vous êtes défiscalisé à l'entrée, vous êtes fiscalisé à la sortie, il ne faut pas l'oublier. Mais peut-être qu'à la sortie, votre tranche marginale d'imposition sera un peu plus basse, ou que nous aurons remboursé la dette de l'État et qu'à ce moment-là, notre tranche marginale sera plus basse. On va pouvoir passer aux questions. Il y avait des questions, donc Paul va gérer les questions en ligne. Je sais qu'il y avait 2 questions ici. Alors, je sais que tout à l'heure, j'ai dit, c'était être une heure, j'ai dit, gardez la question. Donc, je ne sais pas si on a toujours la question. On va passer avec le micro. Merci, bonsoir. Ma question c'était, je sais pas, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris, notamment par rapport au statut de professionnel. Par exemple, sur la DeFi, si on fait genre 4000, 5000 transactions sur l'année, est-ce que le service d'impôt, ils ont vocation à venir chercher, regarder un petit peu les transactions qui peuvent être faites sur la DeFi? Et auquel cas, est-ce que, donc si oui, est-ce que dans ce cas-là, on ne pourrait pas utiliser par exemple un tornado cash pour essayer justement de faire un autre wallet avec moins de transactions, par exemple? Et une autre question, c'est par rapport au stablecoin. Si un jour ils sont amenés à être taxés, si on va utiliser par exemple, donc toujours si on reste sur la DeFi, genre du Frax ou du DAI, du coup on serait plus exposé, enfin ils sont moins ils sont plus décentralisés, pardon. Et donc on pourrait justement à ce moment-là échapper à cette fiscalité directe, on va dire, avant de passer sur de l'euro. C'est ça en fait l'idée. Alors, sur les opérations de défi, si tout est automatisé, je pense, parce que vous parliez de 4000 opérations par an, mais si tout est automatisé, quasi tout, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'opérations, 4000 c'est beaucoup, hein, bien sûr, c'est même énormément, que vous devriez être considéré comme un professionnel, ni même comme un simili-professionnel. Il y a des opérations, si tout est automatisé, sur une plateforme en ligne, j'entends, hein, pas parce que vous avez développé un bot de trading. À mon avis, alors vous savez, il y a évidemment pas encore de jurisprudence en matière de crypto, mais maintenant on peut transposer la jurisprudence classique en matière de boursicotage, des boursicotages qui existent donc depuis aussi longtemps que la bourse. Et la jurisprudence est relativement favorable aux boursicoteurs du dimanche, qui peut acheter, revendre, acheter, revendre. Il prépare ses opérations de dimanche. Et donc, si
ce à quoi vous faites allusion, c'est le fait d'avoir des formules de earning quelconque, farming et autres, qui sont totalement automatisées. Bon, c'est épouvantable pour la déclaration de plus-value, mais je ne pense pas que ça soit suffisant pour vous requalifier comme professionnel. Ensuite, quand vous parlez des stablecoins futurs et du régime futur, je ne suis pas capable de vous répondre. C'est de la science-fiction. Hein. Les choses pourraient évoluer rapidement. On connaît que la situation d'aujourd'hui, et encore, vous avez vu qu'elle a pas mal d'incertitudes. Merci. J'avais oublié une dernière question. On va prendre les questions de la salle. On va prendre les questions pour Nana et après on revient parce qu'on a des questions en ligne. Après on y revient parce qu'on a pas mal de questions en ligne. Alors, il y a une dizaine de questions en ligne. On a sûrement répondu déjà, mais je les repose. Est-ce que quitter le pays suffira pour être tranquille niveau imposition? Dit comme ça, non. C'est une question au début un peu provocatrice. Alors, pas pour le passé, d'abord, ou que vous alliez quasiment, l'administration fiscale française est capable de vous retrouver. Et pour le futur, oui, vous n'avez plus de problème avec l'administration fiscale, à condition de, techniquement, quitter la résidence fiscale française. Il ne suffit pas de partir de France, il faut ne plus être résident fiscal. Et alors il y a plein de gens qui partent, ils font aucune formalité d'aucune sorte, donc l'administration fiscale n'est pas au courant qu'ils sont partis. L'administration pense a toujours la même adresse en France, et donc on leur envoie des mises en demeure à la dernière adresse connue. Comme ils ne répondent pas à la mise en demeure, ils se prennent des taxations d'office. Ça, c'est des dossiers, j'en ai chaque année des comme ça. Hein. Donc partir, oui, mais on ne fait pas les choses n'importe comment. Partir, mais réfléchir. Et prévenir l'administration fiscale. Une autre question, du coup, peut-on détenir un seul et même portefeuille de crypto en indivision? Comment concrètement cela se passe? La détention en indivision permet-elle de faciliter la gestion en termes fiscaux? Alors, je pense qu'il n'y a pas d'avantage à détenir un portefeuille en indivision. C'est une question de comptabilité dans le ménage. Hein. Une indivision, pour détenir un portefeuille en indivision, c'est soit un ménage en séparation de biens, soit un ménage en participation aux acquets, soit des héritiers qui ont hérité à plusieurs d'un portefeuille. C'est ça, à mon avis, je vois les trois situations les plus fréquentes en termes d'indivision. C'est effectivement, si vous avez votre portefeuille dans une plateforme centralisée, à vous de voir avec la plateforme centralisée si elle peut gérer le portefeuille et vous mettre le portefeuille non pas au nom d'une personne, mais au titre d'une indivision. Si vous le détenez de manière froide, on va dire avec ce qu'on appelle le self-custody, la détention par soi-même, à ce moment-là, ça va être une question de suivi des transactions pour prouver effectivement que les flux sont indivis. Dans le ménage, j'y vois un intérêt. Pourquoi? Parce que si monsieur a des cryptos et veut donner aux enfants, il a des abattements. Si madame a des cryptos et elle veut donner aux enfants, elle a des abattements. Souvent, c'est majoritairement monsieur qui a des cryptos et madame qui n'en a pas. Et l'avantage, que ce soit en indivision, c'est que si on dit que ça a été acquis avec de l'argent de l'indivision, ça veut dire qu'à ce moment-là, on se retrouve avec des doubles abattements pour pouvoir donner. À ce moment-là, monsieur a les abattements pour donner, madame a les abattements pour donner, et puis on les multiplie par enfant. Ce qui veut dire que je peux donner 100 000 euros en franchise de droit, j'ai deux enfants, 200 000, on est deux parents, 400 000. Donc voilà, je ne sais pas du tout si je réponds à la question, parce que je ne l'ai pas eu en face à face, mais en tout cas, l'indivision, c'est possible, il faut le documenter, et ça peut avoir un avantage en termes de succession. Et notamment si on a une division entre époux, il n'y a que la moitié, enfin non, entre époux, cette question ne se pose pas, excusez-moi, il n'y a pas de droit de succession entre époux, depuis Hollande ou Sarkozy. Sarkozy. Oui, sachant qu'en plus, si vous avez un portefeuille en indivision, mais que vous êtes un même foyer fiscal,
toute manière, la plus-value en fait remontera au niveau du loyer fiscal. Donc il n'y aura aucune différence au niveau de l'imposition des particuliers. Par contre, si vous n'êtes pas dans le même foyer fiscal, là il faudra répartir le produit du portefeuille entre les membres de l'indivision à proportion de leurs résultats, mais exactement comme si vous avez vos cryptos en SCI, en SC. Ça on n'en a pas parlé, mais quand vous avez une personne interposée en fait qui gère votre portefeuille crypto, vous devez en fait répartir le produit entre les associés. Mais ça on n'a pas pu en parler, mais pour l'indivision c'est la même logique. Même foyer fiscal, ça remonte en fait à au niveau supérieur, donc pas de problème. En revanche, pas même foyer fiscal, on répartit le produit. Une question du public. Je précise que toutes ces complexités ne font que rajouter à la complexité de base et il faut fuir les complexités. Oui, tout à l'heure, vous avez dit que si on apportait des cryptos à une société, par exemple en cas d'une augmentation de capital, on casquait, mais d'un côté, certains apports peuvent être déduits de certaines bases fiscales, non? Il n'y a pas une possibilité d'en récupérer De mémoire, les augmentations de capital qui ont un avantage fiscal, ce serait l'article 150 obiter, mais je vois mal comment on passe par des cryptos en passant par là. Et après, les réductions d'impôts au titre de la loi Pacte, qui a continué l'abattement Sarkozy. Enfin, les réductions d'impôts aujourd'hui sont dans des cas extrêmement réduits. Donc, je pense qu'on n'a aucun intérêt, et je ne suis même pas sûr que ça soit éligible, parce que si ça se trouve, on a même une contrainte sur la nature de l'apport qui doit être en numéraire. Et est-ce qu'on peut considérer Bitcoin comme du numéraire? Si je suis administration fiscale, je pense que non. Bon, sincèrement, Jacques, je pense que là, non, on n'est pas sur un truc. Je pense qu'il y a beaucoup à prendre. On a une autre question dans la salle, puisqu'il y avait une question qui n'avait pas été terminée de poser. Et après, on va repasser à une question en ligne. Ça concerne les emprunts sur la DeFi ou sur les protocoles de lending et borrowing. Si j'emprunte, par exemple, je sais pas, 1000 USDC, que je les envoie sur mon compte en banque, est-ce que je vais avoir une flat tax, ou est-ce que je peux très bien dire et considérer que c'est un emprunt, donc je ne suis pas censé être assujetti à cet impôt? Alors, si vous faites une conversion de crypto en fiat, c'est un fait générateur de toute façon. Donc, en fait, peu importe la cause d'acquisition de vos cryptos, si vous sortez en fiat, vous êtes fiscalisé. Donc, il ne faut pas vous focaliser sur la raison pour laquelle vous avez acquis vos cryptos, mais il faut s'intéresser à la manière dont vous sortez de l'écosystème crypto. Si vous sortez en convertissant en fiat, ou pour acheter une voiture, ou pour aller chez le coiffeur, la nature de l'opération, qui est la seule chose que regarde le code, fait que vous allez être imposé, malgré le fait que c'est des cryptos que vous avez acquis en prêt. Question de... Du coup, dans le cadre de MiCA, si une entreprise du secteur Web3 verse des primes et bonus à ses collaborateurs en stablecoin et que dans un second temps, le collaborateur convertit ses stablecoins en fiat, quelle sera l'imposition? S'agit-il d'une donation? Alors, non, pas d'une donation. Si j'ai bien compris, le salaire, Alors, si une entreprise du secteur Web3 verse des primes et bonus à ses collaborateurs en stablecoin et que dans un second temps, le collaborateur convertit ses stablecoins en fiat, quelle sera l'imposition? Alors, il y a une ambiguïté sur le mot collaborateur. Vous savez. En droit, on ne sait pas ce que c'est un collaborateur. Soit vous êtes salarié, soit vous n'êtes pas salarié. Il y a un lien de subordination et vous avez un bulletin de salaire où vous émettez une facture. Dans tous les autres cas, c'est illégal. Donc, quand vous êtes salarié, vous recevez une prime en USDC, c'est une prime. En nature ou en argent, peu importe, elle doit apparaître sur votre bulletin de salaire. Elle vous est payée en stablecoin, elle rentre ce jour-là dans votre actif, dans votre portefeuille d'actifs numériques.
Le jour où vous voulez les transformer en euros, vous faites une plus-value imposable, article 150 VH bis. Ensuite, si vous êtes non pas salarié, mais profession libérale, par exemple, vous touchez de la même manière une prime, vous appelez ça comme vous voulez, une prime, en tout cas c'est la contrepartie de votre prestation de service, quel que soit le nom exact qu'on lui donne, et donc ça va être imposé normalement. Donc TVA, impôt sur le revenu, et si c'est des USDT ou des USDC, on calcule ça en euros, on liquide la TVA en euros, on déclare ça en euros, on encaisse des USDT, et de la même manière, ils rentrent dans votre portefeuille d'actifs numériques. Le jour où vous les revendez pour toucher des euros, vous réalisez à nouveau une plus-value, le cas échéant, imposable. Donc tout ça est, en droit français actuellement, une très mauvaise idée. Ça rejoint la question 9 que j'ai lue avant Paul la pose, qui était la question de la facturation. Donc aujourd'hui, une entreprise peut très bien se faire payer en bitcoin, en crypto, ainsi de suite. D'ailleurs, souvent, dans les trois manières d'acquérir des bitcoins, puisque c'est souvent ma matière de prédilection, bitcoin, je dis, n'oubliez pas qu'il y a trois manières d'acquérir des bitcoins. Première manière, c'est d'en acheter sur une plateforme centralisée, ou chez un broker. La deuxième manière, c'est de miner. Je rappelle que le minage est souvent une acquisition avec peu de KYC. Et la troisième manière, c'est de se faire payer, qu'on soit particulier ou entreprise. Je peux dire, moi aujourd'hui sur le Bon Coin, que je vends un bien et que je le vends à l'équivalent de 250 € en euros et que je le vends à 230 € si la personne me règle en bitcoin, par exemple. Je peux très bien faire ça et je donne une adresse et je paye. Et donc, est-ce qu'une entreprise peut facturer, peut dire à ses clients, payez-moi en bitcoin? Eh bien oui, elle peut dire payez-moi en bitcoin, elle peut proposer, elle ne peut pas l'imposer. Et de même manière, si moi je veux payer une entreprise en bitcoin, je peux lui proposer de la payer en bitcoin, mais je ne peux pas lui imposer, puisque ce n'est pas... Aujourd'hui, je suis obligé de payer les factures, je peux imposer le paiement en euros, et je peux imposer le règlement en euros. Une autre question, la France ne possède-t-elle pas, selon vous, un environnement fiscal plus contraignant que les autres pays européens? Oui. Oui. Je confirme. Alors, on approche de la fin. On a peut-être une question dans le public. On va prendre une question à distance et une question dans le public. Alors, je vais me rapprocher de la question dans le public. Le temps que Paul regarde, sélectionne une question à distance. Bonsoir. Je reviens sur les donations. Je voulais savoir si on pouvait en fait transmettre la pleine propriété des cryptos, mais en conserver la gestion et quand même bénéficier des avantages fiscaux qui sont associés aux donations. Alors, si je donne un majeur, ça va être difficile que j'en conserve la manière de gérer. Par contre, si je donne à un mineur, c'est peut-être le cas de figure. C'est évident que ça va être son représentant légal qui va être amené à faire la gestion. Et d'ailleurs, ça pose une question dont je vais parler après, qui est le mandat posthume. Donc, si je veux donner en pleine propriété à un mineur, effectivement, c'est pas lui qui va gérer. Et pourtant, je le donne à un mineur, et donc ça peut être moi qui vais gérer, ou en tout cas son représentant légal. Ce qui veut dire aussi, se pose la question, quand on parle de transmission crypto, beaucoup de gens pensent qu'ils sont immortels, et qu'ils survivront à Bitcoin, que Bitcoin ne leur survivra pas. Or, s'ils investissent dans Bitcoin, c'est que justement Bitcoin va leur survivre. Et si, par exemple, j'ai des enfants et mon conjoint ne se sent absolument pas soit capable, soit concerné par Bitcoin. Le problème, c'est que si je disparais, qui va gérer le portefeuille? Qui va gérer le halving? Qui va gérer le cycle, pour peu qu'il y ait un cycle de 4 ans qui continue? Qui va gérer cette problématique-là? Eh bien, il faut savoir que je fais un acte notarial, j'ai un acte authentique, je vais faire chez un notaire, qui est un mandat posthume. Je ne suis plus là. Pour gérer ce portefeuille-là, je vais choisir un ami, un professionnel, ainsi de suite, qui va gérer ce portefeuille selon ce que j'aurais donné. Je peux même y prévoir la rémunération de cette personne. Et c'est comme ça que la gestion va me survivre.
Et ça, c'est un acte très important, un acte de disposition extrêmement important qu'il ne faut pas oublier, notamment quand on a un gros portefeuille crypto. Paul, une dernière question qui vient de... Alors, on a deux autres questions que vous choisissez. La première, c'est que pensez-vous du PP-Coin? Et la deuxième, c'est quel est le risque que l'administration fiscale française considère que le régime de l'exit tax s'applique aux cryptos? On va prendre la deuxième parce que je pense que celle-là, elle a vraiment un intérêt, alors que le PP, je vous laisse voilà, penser ce que vous voulez. Donc oui, j'oublie la première question. Je pense rien. Sur l'exit tax, donc aujourd'hui, je vous en ai parlé tout à l'heure, et demain, c'est donc de la science-fiction. Personne ne connaît l'avenir. Maintenant, on ne peut absolument pas exclure, évidemment, que l'article qui définit le champ d'application de l'exit tax soit un peu modifié de manière à inclure les cryptos. On ne peut absolument pas l'exclure. Mais je n'en ai pas entendu parler. Moi, je vais dans ce sens, il faut être prudent. Maintenant, quand je regarde la manière dont le législateur a réparti les questions entre titres financiers et crypto et actifs numériques, en disant les actifs numériques c'est quoi? C'est tous les jetons moins les valeurs mobilières, on dit ça les tokens de sécurité, enfin les petits tokens. Ça c'est en amont, c'est la répartition qu'a fait le législateur. Et cette répartition, on peut la mettre en perspective avec celle de l'exit tax, qui s'applique seulement aux valeurs mobilières, aux droits sociaux et aux compléments de prix d'opération. De mon point de vue, la répartition qu'a fait le législateur au niveau du CMF, elle me laisse penser que l'exit tax n'a pas vocation à frapper les cryptoactifs, parce que les cryptoactifs, on leur a créé un champ bien délimité. Donc, pour moi, il faudrait, l'exit tax, pour qu'elle s'applique, il faudrait qu'on en étende expressément son application. Maintenant, il y a un risque, parce que c'est vrai que certains stablecoins, juridiquement, c'est des créances. Notamment les stablecoins IMT, la monnaie électronique, en droit français et en droit européen, c'est une créance. Donc les IMT, les jetons de monnaie électronique, sont des cryptoactifs qui sont des titres de créance. Donc ce problème, il est véritable. Maintenant, je pense que c'est relativement peu probable. La prudence nous oblige à le dire, mais je pense que c'est assez peu probable parce que la distinction crypto et titre financier a été posée avec quand même une certaine fermeté par la loi. Bien écoutez, c'est la fin de ce webinaire en hybride, en direct et puis à distance. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont écouté en direct ou en différé. Donc n'hésitez pas à suivre Pierre Fini, notamment sur LinkedIn. Abonnez-vous à son profil. Évidemment. Il fait de l'exploration tous les jours. Il y a des nouvelles explorations sur plein de thèmes. Il y a un peu d'humour, il y a beaucoup de créations artistiques sur ces sujets. Donc vraiment, suivez-le parce que c'est passionnant. Moi, j'arrive pas toujours à tout lire, mais il y a vraiment des trucs qui sont vraiment sympas. Quand vous avez une stratégie fiscale, prenez conseil avant de faire des bêtises auprès de Dominique. Et puis malheureusement, si des bêtises ont été faites et qu'on vient vous chercher, je pense que vous avez quelqu'un qui a une assez bonne expertise dans tout le contentieux. Quant à nous, Montagne Conseiller Patrimoine, écoutez, on vous accompagne pour des stratégies d'acquisition, de détention, de sécurisation, de stratégie fiscale, déclaration fiscale, formation, des revenus à partir de vos cryptos. Et puis la transmission. Notre singularité, c'est quand même d'être un des spécialistes de la transmission de cryptoactifs, et à commencer par Bitcoin. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis je vous dis à très bientôt en direct ou sur les réseaux sociaux. À très bientôt et bonsoir à tous. Merci. On va